Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Stan Thuré, cinéaste navigateur. Bonjour Stan. Bonjour Armelle. Alors Stan, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors, j'imagine qu'il faut peut-être contextualiser un tout petit peu à quelle tournure tu fais allusion. Il y a on va dire, ça fait déjà 1 an et demi, là 2 ans que effectivement, en fait, moi je faisais de la course au large. Donc je faisais des courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Mini Transat. Et en 2022, à la fin de la Route du Rhum, j'ai annoncé que j'arrêtais la course, la compétition pour raisons écologiques. Aujourd'hui, je rajouterais aussi pour raisons sociales. Je pense qu'à l'époque, je l'avais pas mis parce que ça me paraissait, intrinsèquement contenu à l'intérieur, mais je pense que c'est pas évident non plus maintenant pour tout le monde. Donc, je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, je dirais que c'est pour raisons écologiques et sociales parce que au-delà de juste l'impact carbone de la construction des bateaux, c'est tout l'écosystème, la manière de rester dans un entre-soi, d'être dans la compétition, d'être très privilégié et de jouer aux dépens d'un paquet de choses qui ne vont pas pour moi. Et donc si je dois réfléchir à ça, est-ce que dans mon enfance il y avait quelque chose qui préfigurait ça? Je pense peut-être que oui, mais plutôt quand j'étais au lycée, parce que j'étais un très bon élève jusqu'en seconde, première, et quand j'ai commencé à ressentir cette espèce d'injonction que tous les profs, tout le monde disait oui, il faut faire des prépas, faut être le meilleur, faut être dans une école de commerce, le seul objectif c'est de gagner beaucoup d'argent. Moi déjà à l'époque, j'ai fait un pas de côté et je me disais mais en fait, j'ai pas du tout envie de me diriger là-dessus et je pense que je l'avais pas du tout théorisé. Je l'avais juste ressenti très profondément au fond de moi de me dire les amis, là moi je termine mon lycée, je sais absolument pas ce que je veux faire et j'ai envie d'être ouvert à la spontanéité de la vie et oui, là pour le coup j'ai fait des études de cinéma parce que pour des raisons personnelles avec mes petites sœurs qui étaient comédiennes, j'avais pu aller sur des plateaux de cinéma et ça m'a donné envie d'aller voir ça. Mais en tout cas, j'avais déjà cet esprit un peu critique de dire en fait il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose dans tout ce modèle où je comprends même pas pourquoi les gens réfléchissent pas et pourquoi ils font tête baissée dans le chemin qu'on leur dit d'aller là-bas et tout le monde y va et personne ne se pose de questions quoi. Et sinon, oui, j'ai eu la chance de grandir dans un tout petit village de 700 habitants dans le Vexin, c'était au nord-ouest de Paris. Et oui, j'ai passé mon enfance à jouer dans les champs de blé. J'avais des chevaux en bas de chez moi, je faisais du vélo, j'allais courir dans la forêt. Donc voilà, c'est pas la montagne, c'est pas les grands espaces auxquels on a en tête, mais en tout cas, j'ai passé mon enfance dans la nature. Et ça, je pense que ça a aussi profondément joué un rôle à un moment, quoi. D'accord. Alors, depuis que tu as fait ce choix de sortir de la compétition professionnelle, tu as réalisé de beaux projets. Est-ce que tu peux nous parler du dernier projet que tu as réalisé ? Et ben là, je rentre tout juste de 5 mois à la voile en Norvège. J'ai arrêté de naviguer en solitaire. Ça, je pense que c'est très important de le dire et souvent on a tendance à nous dire ah mais le solitaire c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce qu'il y a de plus fascinant et c'est la même chose en montagne hein. On va toujours valoriser les gens qui font des choses tout seuls. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire que c'est la facilité en fait. Faire quelque chose tout seul, c'est très simple. C'est-à-dire que j'ai que moi à gérer mes émotions, mon environnement, ma douleur, comment je me sens et c'est rigolo parce que notre société met ça en avant. Elle met le côté en avant très individualiste et le côté
waouh, il a réussi à se faire tout seul, il a dépassé ses limites. Bon, bah, tout ce discours-là, moi, je l'entends, mais je pense qu'il est dépassé, il est démodé. Et tout ça pour revenir au fait qu'on a fait des aventures à la voile, là, en groupe. Et c'est largement plus difficile de vivre à 5, à 6, à 4 sur un bateau, parce que il est là le vrai défi. Le vrai défi pour le futur, il est de réussir à coopérer avec des gens qui sont différents, où on n'est pas tous d'accord et où on doit réussir à se mettre autour d'une table et définir comment dire, des intentions communes pour le bien commun. Et donc voilà, là pour revenir à du factuel, j'ai passé 5 mois en Norvège avec, on a eu quoi? On a eu 4 équipages différents. On est parti faire de la musique, faire un film d'aventure qui mélange la fiction, le ski, le snowboard, la voile. On est monté jusqu'aux 70 Nord, jusqu'aux Alpes de Lingen. Moi, c'était un de mes rêves de naviguer au pied des montagnes enneigées et d'avoir de la neige sur le bateau. Donc ça, c'était assez magique. On a navigué avec les orques. On a rencontré des orques. On a vu une faune marine qui est belle, mais qui est si fragile et si menacée par le changement climatique. Là, c'est quelque chose que je partage rapidement comme ça, mais c'est très bizarre de se dire qu'au mois d'avril, l'eau est à 2 ou 3 degrés. Et là, c'était quand? C'était début août. Il y a eu une canicule de 10 jours en Norvège. C'est quelque chose que les Norvégiennes et les Norvégiens nous disent que là, ça fait 2-3 ans que chaque année, maintenant, ils ont une petite bulle comme ça qui monte et la température monte à 30 degrés et d'un seul coup, la température de l'océan monte à plus de 22 degrés. Plus chaud qu'en Bretagne l'été. Moi, j'étais un peu perdu. Est-ce que nos écosystèmes marins sont capables d'encaisser une transition aussi rapide en quelques mois de passer de plus 20 degrés? C'est le phénomène des canicules marines dont on ne parle jamais, mais qui est bien présent et qui modifie très profondément tout cet écosystème marin qui, s'il part en vrille, c'est toute la civilisation et toute notre humanité qui va disparaître, hein, parce qu'on est profondément connecté à l'océan. Et s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson. S'il n'y a pas de poisson, il y a l'humanité qui s'effondre en fait. Donc voilà. Hmm. Est-ce que depuis le début de ta carrière professionnelle et jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment où tu t'es dit, waouh, là j'ai eu la chance quand même. Alors, la chance, c'est un grand sujet. Quand je pense à la chance, je pense qu'il y a eu un message en 2016 qui a un peu bousculé ma vie parce que j'étais assistant réalisateur pendant 8 ans sur des longs métrages de cinéma à Paris. Et un jour, je reçois un SMS d'un navigateur qui avait vu un peu comment dire, les vidéos que je faisais et comment je naviguais sur mon petit bateau de course. Et il me propose de faire une transat sur un des bateaux du Vendée Globe. Lui, il préparait le Vendée Globe. Et il me dit, est-ce que tu veux venir à New York et tu traverses avec moi? Et donc, sur le moment, je me dis, waouh, c'est improbable. Si je dis oui, c'est absurde. Si je dis non, c'est absurde. Et donc, ouais, j'ai quitté mon job en cours de route, sans trop de regrets, mais sans trop savoir où j'allais. J'avais un peu peur et en même temps, je pense que c'est ce moment-là qui a un peu vraiment mis pour moi le pied à l'étrier de dire ok, je peux faire du bateau et je peux en faire quelque chose. Donc je sais pas si c'est de la chance parce que c'est toujours une histoire de contexte et je pense que j'étais arrivé à un moment où j'avais le bon concept de faire des vidéos et le contexte était aussi réuni pour ça et je pense aussi qu'il faut se rendre disponible, ça veut dire qu'il y a un moment c'est un peu bateau de dire ça, mais la chance, elle se provoque par l'attitude qu'on a nous-mêmes à être ouvert aux opportunités. Si on n'a qu'une seule, comment dire, là je vais utiliser un mot que je n'aime pas, mais je pense qu'il faut le changer, ce mot, le mot d'objectif. Si on n'a qu'un seul objectif en tête et qu'on reste focus là-dessus, bah du coup on reste complètement coincé dans une dynamique où on ferme les portes aux côtés. Si à l'inverse on remplace le mot objectif par le mot d'intention, j'ai envie de passer du temps sur l'eau, bah je suis ouvert à plein de choses qui se passent et là forcément il y a aussi ce côté, cette attitude j'aime bien penser à ça, de me dire qu'il y a des fois quand, je sais pas, si on va dans un festival de musique où on nous décrit le festival de musique comme étant joyeux, coloré, bonne humeur et compagnie, bah forcément on se dit ah bah si on y va, on doit être dans cette attitude-là. Et ben je pense que c'est un peu pareil dans la vie pour beaucoup de choses. Et il suffit en fait de mettre de mettre le masque de la personne qui a envie d'avoir de la chance, qui a envie d'être ouvert aux choses. Et là en fait les portes elles s'ouvrent parce qu'on est ouvert nous-mêmes en fait. Donc ouais, ce moment-là, il m'a permis de basculer parce que bah première transat,
course professionnelle et derrière, ça m'a confirmé que j'avais envie de faire ça, ouais. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tu laisses une grande place à ton intuition, aux synchronicités finalement dans tes choix, éventuellement à des rencontres fortuites, ou quand même t'essayes de cadrer un peu? Alors ces 2 dernières années, donc là sur le voilier sur lequel on naviguait, on a mené 2 campagnes, on va dire. L'année dernière, on a été en Irlande et en Écosse. Pareil, avec 2 groupes de 4 personnes qui ont rejoint moi et ma copine MK, qui fait de la musique. Et là, on a expérimenté quelque chose qui, je pense, dans le futur, fait partie de ce qu'on appelle la coopération. De se dire qu'il y a un moment, la coopération, c'est vraiment très différent de la collaboration. C'est vraiment quelque chose où on fixe juste une ligne directrice, mais on se laisse ouvert complètement justement aux synchronicités. Ça veut dire que là, je suis parti en bateau en me disant, OK, l'Irlande et l'Écosse, ça me parle. J'ai envie de faire un film là-bas et de la musique, mais je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et là, en fait, quand tu pars de ce principe-là, que tu ne sais pas ce que tu vas faire, eh ben, c'est super agréable parce que tu rencontres des gens. En fait, t'assembles un puzzle. Mais le puzzle, tu sais pas ce que tu vas faire avec. En fait, dès qu'on arrive avec, comme je le disais, avec un objectif en disant c'est ça que je veux faire et rien d'autre, on ne prend que des mauvaises décisions comme ça. Et tout ce qui est chiffrable en plus, souvent on va se dire, je sais pas si je parle du sport, on va dire ah, bien je veux aller à tel endroit et je veux le faire le plus vite possible ou faire le max de kilomètres et en fait on passe à côté de plein de choses et donc réussir à sortir du côté intellect chiffré et réussir à ressentir un peu plus les choses. Qu'est-ce que me dit mon cœur et mon ventre surtout. Ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fil du temps, de se dire aussi bah il y a en fait parfois des moments où oui la météo il y a tout qui dit que c'est bien et puis en fait tu te retrouves sur ton bateau, tu vas regarder la mer et tu te dis bon, là il y a un truc que je sens pas, il y a un truc qui est bizarre. Et ben il y a des fois faut savoir écouter un peu son, je sais pas si c'est un sixième sens ou autre chose, mais au fond de notre ventre, je pense qu'il y a des choses qui se passent peut-être inconscientes et je pense que d'être ouvert à cette sensibilité-là, ça ne peut pas faire de mal, mais par contre on n'a pas été éduqué là-dedans. On nous a éduqué qu'il faut aller vite, qu'il faut être efficace, qu'il faut être performant. C'est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour retrouver un peu plus d'harmonie et de simplicité et d'écoute humaine tout simplement quoi. Alors justement, dans l'idée d'écouter un peu plus son ventre ou son cœur, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti dans tes tripes, tu vois, au bon endroit et au bon moment, et est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là? Le bon endroit, le bon moment, je dois reconnaître que c'est assez rare pour moi. J'avoue que j'ai pas 36 exemples. J'en ai un qui me vient, un souvenir de ma première transat en solitaire en 2017 où on est parti depuis quoi 7-8 jours depuis La Rochelle et on est vraiment dans un anticyclone, donc une bulle où il y a vraiment absolument pas de vent. On est au large du Maroc, on est en approche des Canaries et là il y a un moment en fait où je sais pas, j'ai arrêté de compter le temps, j'ai arrêté d'écouter le classement. Je suis juste en phase avec mon bateau et puis vu qu'il y a vraiment pas beaucoup de vent, j'essaye de comprendre ce qui se passe, j'essaye de regarder les nuages, j'essaye de savoir par où est la porte de sortie. Et là, j'avais vraiment l'impression d'arrêter de réfléchir en fait, d'être juste vraiment dans le présent, dans le moment présent. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez beau quand on est et que ce soit sur le côté gestion de la fatigue, gestion des émotions, gestion de la météo, de plein de choses et de se dire OK, là là je glisse dans la bonne direction et je suis bien. Et ça c'est un moment qui était assez précieux parce que bah j'avais réussi à comprendre l'environnement dans lequel j'étais et j'étais en phase avec lui. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, je pense à une échelle plus facile quand on fait un peu d'apnée. Quand on fait de l'apnée, on est obligé d'être comment dire, j'allais dire d'être concentré, mais en fait c'est tout l'inverse, c'est d'être concentré à lâcher la concentration et juste de se dire ok là je suis dans un environnement, si je ne suis pas en phase avec moi-même et le milieu dans lequel je suis, si jamais j'ai des pensées parasites, ça va pas marcher. Et donc ouais, ça se cultive, hein, mais c'est compliqué à trouver ces moments-là. Parce que justement, on est rattrapé par la vie quotidienne, par des pensées, comment dire, invasives, j'ai envie de dire, qui viennent un peu nous rappeler que ah bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas bon. La norme nous rattrape très très vite, alors qu'il y a des fois,
Si on arrivait plus souvent à écouter un peu notre enfant intérieur et se libérer en fait du regard des autres, ça ferait beaucoup de bien, quoi. Je te rejoins complètement. J'ai eu la chance de découvrir l'apnée il y a très peu de temps, l'été dernier, et en l'occurrence, clairement, dès que tu as la moindre pensée parasite, en fait, ça vient mettre en l'air tout l'effort de lâcher prise pour pouvoir faire une belle descente ou en tout cas faire une belle apnée. Est-ce que, à contrario, ça t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et avec le recul, comment est-ce que tu l'interprètes ou qu'est-ce que tu en retiens? J'ai jamais eu la sensation d'avoir des regrets dans ma vie ou de me dire là j'aurais pas dû y aller. Mais là comme ça, le seul exemple qui me vient en tête par rapport à la navigation, c'était il y a 4 ans, je faisais une course en double avec un marin qui est très connu, qui a un très gros palmarès. Et forcément, il a l'expérience. Et moi, j'étais un peu, comment dire, le padawan, quoi, le stagiaire. J'allais pas dire mon avis. Mais il y a un moment, enfin, cette personne fait le choix de me dire, ouais, on garde telle voile parce que faut qu'on aille vite, faut qu'on accélère. Et moi, j'étais là à me dire, ah, je le sens pas du tout. Je pense que on va faire une connerie. Et sur le moment, j'ai pas pu le dire parce que voilà, j'étais plus jeune, j'étais dans un rapport de hiérarchie, un peu tout simplement. Et je l'ai pas dit. Et il s'avère que un quart d'heure après, on a éclaté la voile en deux, on s'est mis dans le rouge, c'était fatigant, enfin on a fait des bêtises. Derrière, on avait plus de voile pendant une semaine pour avancer. Et là, je me suis dit bah ouais merde, j'aurais dû écouter l'intuition profonde que j'avais de me dire j'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là où voilà, on est dans une société qui est très verticale, très pyramidale. On fait ce qu'on nous dit. Parfois, on n'a pas la possibilité d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. Et c'est dommage. Et ça serait bien qu'on arrive à changer tout ça, mais ça va prendre du temps. Et c'est aussi des personnes comme moi, là, quand on refuse, quand on dit non, quand on quitte la table, c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que notre société, là, elle est à un tournant, quoi. Donc, il va falloir que ce soit par le sport ou plein d'autres choses, il va falloir qu'on dise non. Hmm. Est-ce que tu dirais que la chance, c'est une affaire de privilège ou une affaire de contexte? Ah bah c'est pour moi c'est interconnecté effectivement. Alors moi je questionne beaucoup et c'est ce que j'ai travaillé dans l'écriture de mon livre qui s'appelle Réduire la voilure, où j'essaye de savoir c'est quoi la performance, comment on détermine la performance. Aujourd'hui, je considère que quelqu'un qui est riche, qui est blanc, qui est bien né, bien éduqué, qui a tous les moyens pour s'entraîner de la plus bonne des manières, bah sur une course à la voile, sa performance, elle est toute relative par rapport à quelqu'un qui vient peut-être, je sais pas moi, d'un milieu ouvrier, qui n'a pas eu des parents qui ont pu lui payer un bateau, qui n'a pas pu s'entraîner autant qu'il voulait, qui a galéré pour avoir un budget, qui a un vieux bateau. La performance, elle est énorme quand cette personne-là va réussir à franchir la ligne d'arrivée. Donc oui, je pense que plus on est privilégié, plus c'est facile de créer les opportunités. Mais là où c'est assez terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout ce côté storytelling qu'on nous vend à gogo, ce côté individualiste où, en tout cas, on nous berce depuis des années et des décennies que chaque personne mérite d'être spéciale, mérite son quart d'heure de gloire, mérite quelque chose. Et en fait, bah ça a créé des générations complètement déconnectées de la réalité et ça crée aussi des grandes déceptions. Ça veut dire que si on n'y arrive pas, ça veut dire que je suis nul. Enfin, ça ne fait que créer des déséquilibres. Et donc, pour moi, oui, c'est plus facile de. Alors, je vais utiliser le mot réussir, mais encore une fois, ça veut dire quoi réussir? C'est plus dans les critères de réussite actuels, c'est plus facile de réussir quand on est né au bon endroit, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Si tu regardes ton aventure sportive depuis ses débuts et peut-être aussi tous les projets que tu as réalisés depuis 2022, est-ce que tu estimes qu'il y a un moment, tu as eu des gros coups de bol ou des coups de bluff? Ouais, bah, c'est sûr qu'il y a des moments, faut savoir se jeter à l'eau, faut savoir. Ouais, j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un de très rationnel, malgré le fait que je te dise que j'écoute mon intuition. Mais oui, j'aime bien déjà aligner un peu, avoir des bases solides. Ça veut dire que par exemple, quand je crois que c'était en 2019, quand je fais une annonce en disant je veux aller faire
la transat anglaise, je veux faire un film, je veux trouver un gros bateau. Bon bah là sur le moment quand tu réalises ta vidéo et que tu la postes sur les réseaux, tu te dis bon, si ça se trouve ça va être un flop monumental en fait. Mais il y a un moment en fait si je ne communique pas et si j'essaye pas de d'en parler autour de moi, je vais pas y arriver tout seul. Donc moi j'ai envie de dire plus on va être original et spontané et surtout naturel dans notre message et dans ce qu'on a envie de raconter, c'est parce qu'en fait moi quand je fais ça, alors oui certes c'était du sponsoring, aujourd'hui j'en suis revenu parce que j'ai l'impression que je ne veux plus j'essaie de sortir le paramètre de monétisation de ce que je fais, mais à l'époque quand je me lance et que je raconte ce que je veux faire, bah évidemment que j'attends que des personnes interagissent avec moi de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand je poste des messages en disant je cherche un équipage pour aller faire de la musique ou du cinéma ou des courts-métrages et ainsi de suite, je fais ça parce que j'ai envie d'attirer des gens pour travailler ensemble. Et donc, le plus on va être honnête, sincère, soi-même, le plus ça va résonner et ça va attirer encore plus de personnes. Donc ça, faut pas, je sais pas si c'est du bluff, mais il y a un moment, faut aussi accepter sa vérité et accepter de se mettre un peu à poil, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que là où ça marche pas, et on le voit bien, il y a de plus en plus de personnes qui ne font que copier ce qui fonctionne, qui ne font que se dire ah bah tiens, je vais faire comme telle personne, comme telle autre. Et en fait, c'est perdant pour tout le monde parce que sur le moment, on se dit ah bah tiens, je joue un rôle, j'ai le syndrome de l'imposteur, et en même temps, derrière, après, j'attire des personnes qui vont pas être forcément celles avec qui ça va matcher. Il y a un moment, c'est comme je pense dans les relations amicales ou amoureuses, le plus honnête et transparent on est avec les personnes en face, le plus simple et rapide la connexion et profonde va être. Donc, pour moi, c'est pas du bluff, c'est juste accepter d'être honnête en fait, tout simplement quoi. Alors, quand on est particulièrement honnête, on traverse des moments qui sont difficiles. Qu'est-ce qui te fait, toi, tenir dans ces moments difficiles? Où est-ce que tu puises ta motivation? Alors, ma motivation, je dirais que ça a évolué au cours des années, hein. C'est sûr que quand je faisais juste du bateau, ce qui me tenait, je pense, c'était quelque chose de très égotique sur le moment, de me dire j'ai envie d'avoir prouvé aux autres que j'ai pu aller au bout de ma course. Ça c'était, je pense, un petit pourcentage, mais qui était quand même bien présent, tu vois, de dire cette phrase en anglais quoi, I told you so, je vous l'avais bien dit que j'y arriverais et j'y arriverais à ma manière. Donc ça, je pense que c'était quelque chose qui pouvait me tenir un peu là-dedans. Je pense que dans les moments très durs, ce qui me faisait tenir, c'était ma famille, c'était ma copine, c'était des pensées de ce qui nous manque en fait. Enfin, on en revient toujours à la même chose. Hein. Pour moi, c'est ce qui motive les gens à faire des choses. On le fait souvent par amour, hein, que ce soit par amour de personnes ou par amour tout simplement du vivant et de plein de belles choses. Enfin, l'amour, ça recense plein de choses, ce mot-là. Donc ouais, on se rattache à des choses très basiques, très simples, hein, et surtout de vouloir continuer à partager des choses avec des gens. Et c'est là peut-être tout le paradoxe de quand on est en solitaire sur un bateau. Je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment matrixés pour ne se rattacher qu'à la compétition et à la seule envie de vaincre et de dominer parce que c'est le récit dans lequel ils ont grandi et ils n'ont pas d'autres manières d'exister qu'à travers ce prisme-là. Et je trouve ça assez triste parce que qu'on soit en compétition ou non, on apprend toujours sur soi-même dans des phases introspectives où on navigue seul. Et aujourd'hui, je dirais que dans les moments où c'est compliqué quand on est en groupe, ce qui me rattache, ce qui me motive, je pense, c'est le fait de me dire que là, je suis en train de sortir de ma zone de confort et que je suis en train de travailler, mais au sens de œuvrer, quoi, de construire quelque chose où je suis en train de bâtir une nouvelle manière de voir le monde et d'interagir en tant qu'espèce humaine avec l'environnement dans lequel j'évolue. Voilà. Et ça me motive en fait de me dire que il y a du positif dans tout ça, quoi. Même si le monde va mal, même si on est en train de s'enfoncer et on va droit dans le mur, bah on essaie d'être quand même aligné avec des valeurs qui sont un peu plus humaines, altruistes et surtout ouais sensible à l'harmonie et du monde vivant quoi. Depuis le début de ta carrière, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Voilà, je crois que je vais sécher un peu, mais là pour le coup, je pense que c'est très lié
à ma personnalité ou et c'est peut-être quelque chose que je dois, comme je te l'ai dit, déconstruire, c'est que j'ai tendance à avoir besoin d'éprouver les choses par moi-même. Et quand j'ai une idée qui vient de mon intuition, elle passe ensuite par la moulinette de la réflexion. Et j'ai tendance à avoir un esprit de synthèse qui est quand même assez fort. Et donc, je crois que c'est pas quelque chose naturellement, c'est pas quelque chose que je vais chercher en fait. Je pense que jamais de ma vie j'ai été voir quelqu'un en lui demandant des conseils, tu vois. Je vais analyser, je vais poser des questions, mais de me dire ah tiens tu me conseilles quoi pour arriver à faire telle chose, c'est pas ma manière de faire. Donc là, j'ai vraiment pas un souvenir de quelqu'un qui me lâche une phrase et d'un seul coup je me dis waouh, c'est la vérité absolue, merci beaucoup. Ça m'est jamais arrivé en fait, je crois. Et toi, à contrario, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui attend le bon moment ou le coup de chance pour se lancer dans un projet, que ce soit perso, pro, sportif, peu importe? Ouais, alors là, ça c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal de monde qui me demande des conseils. Surtout, je pense que ce qui revenait très souvent, c'était genre comment on fait pour trouver des sponsors. Et ça me rendait dingue parce que j'étais là à dire mais il n'y a pas de recette en fait. C'est comme si tu me demandais comment je fais pour rencontrer l'homme ou la femme de ma vie en fait. Bah je suis là, bah j'en sais rien en fait. C'est la vie, c'est les rencontres humaines, c'est plein de choses. Donc pour moi, je pense que j'y ai répondu tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. Et ça, j'essaie de me l'appliquer à moi-même parce que je pense que ce que je suis en train d'essayer de faire à ma manière, en plus, tu vois, en voulant aujourd'hui, j'essaie de sortir des réseaux sociaux, j'essaie de sortir des critères de validation actuels de réussite. Je pense que c'est un des grands enjeux là dans le futur. Et c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est que dans la transition actuelle, quand on parle de transition écologique, si je prends l'exemple, j'aime bien cet exemple-là, de dire tiens, un moment, moi ok, j'ai critiqué le système de course actuel. Si j'imagine la course qui coche vraiment toutes mes cases, bon bah déjà c'est plus une course, on enlève le classement. Ensuite, on fait ça avec des bateaux plus anciens, on fait ça sans sponsor, sans argent, on cherche pas à communiquer, on veut pas être sur les réseaux sociaux. Bah d'un coup, en fait, on se retrouve juste avec une bande de potes on va prendre des bateaux et on va s'amuser. Et ben, dans l'opinion publique, ça sera quelque chose de non réussi parce qu'il y aura pas de vues, il y aura pas de likes, il y aura pas de retour média, il y aura pas de d'argent généré. Et du coup, ça fait un flop. Alors que le modèle de société dans lequel il faut qu'on se tourne, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On aura pour pas grand-chose, on aura passé du bon temps avec des amis, on aura été jouer sur l'océan, on se sera marré, on se sera entraîné, on aura voilà, on aura des choses à raconter. Et ben là, en fait, tous ces critères de joie et de bonheur, ils sont pas quantifiables, mais par contre, on s'en sera marré. Donc j'ai envie de dire que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et si au fond de nous-mêmes, on a l'intuition que ce qu'on est en train de faire, c'est juste pour soi-même, et ben en fait, il faut y aller, tu vois. Et c'est dur parce que il y a des fois, bah, on fait que copier la norme et on va se dire, on va se planter parce que, bah, en fait, moi, la norme, le système dans lequel je veux aller, bah, en fait, il correspond pas entièrement à si je m'écoute à ce que j'ai envie de faire là maintenant. Mais à l'opposé, au moment où tu dis bon, ok, bon, si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, si je le sais, bah en fait, faut juste le faire. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'aime bien là depuis ces derniers temps, de me mettre un peu en tête, c'est de me dire bah voilà, il y avait cette culture de l'objectif et de te dire l'objectif, il est très très haut là, il est tout en haut. Si je vise ce truc-là qui va être imparfait tel que la norme le voudrait aujourd'hui, mais en fait, si je divise par deux, et ben en fait, que ce soit d'un point de vue écologique, social, à tous les niveaux, et ben je vais déjà avoir un impact beaucoup moindre et ça va être plus facile de se mettre en mouvement. Garder du mouvement, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense qu'à un moment, après avoir arrêté la course, je me suis un peu embourbé à être trop dans la réflexion de comment faire et ainsi de suite. Alors qu'en fait, je me rends compte que quand on est en mouvement, quand on fait des choses, ok, faut réussir comment dire, à être, tu vois, sans faire, mais faire, c'est aussi bien parce que c'est s'occuper le corps aussi, et c'est aussi rencontrer des gens. Donc en gros, il y a un moment, ça paraît tout con à dire comme ça, hein, mais il faut juste écouter ce qu'on a dans le cœur et dans le ventre et la tête. Parfois, elle réfléchit un peu trop. Hein. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années? À titre pro, perso ou dans le monde, tu veux dire? Les deux, mon capitaine. J'ai envie de dire que je suis optimiste dans mon pessimisme parce que je crois vraiment que l'humanité est en train de faire une grosse erreur. Je pense qu'on est à une phase, on est un peu comme des adolescentes, des adolescents.
Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on a quand même eu des phases qui étaient compliquées à vivre, où on a eu, enfin, je veux dire, jusqu'à il y a encore un siècle ou deux, c'était dur de vivre, tu vois, c'était dur de se nourrir, de se loger. Enfin, la vie, elle était compliquée. Là, depuis une centaine d'années, on a le pétrole qui est arrivé. On a soudain accès à du confort très rapide, très très confortable, tout devient plus facile pour vivre. Et c'est un peu voilà comme des adolescentes qui découvrent, je sais pas, l'alcool. Et on sait que si on boit trop, notre cerveau il sait très bien que ça va pas et on va avoir une grosse gueule de bois le lendemain et que ça va être dur. Mais en fait, on a tous les signaux de plaisir et de confort qui nous disent ah bah tiens, c'est quand même, on passe du bon moment, donc on continue. Et je pense sincèrement que on a besoin de faire cette erreur-là, parce que tant qu'on n'a pas pris une première gueule de bois, on sait pas ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, je me dis qu'on est en train de faire cette grosse erreur-là, qu'on a besoin de faire cette grosse erreur-là pour retrouver de l'harmonie derrière. Et voilà, je suis assez convaincu qu'on va vers des heures assez sombres, parce que il y a un moment, je veux bien qu'on soit technosolutionniste et compagnie, mais les ressources en pétrole, elles sont en train de diminuer de tous les côtés. Et il y a un moment, quand il y aura moins, ça va être plus compliqué de maintenir ce niveau de confort. Et on va se retrouver comme des addicts, comme des junkies qui veulent conserver leur petit confort, leurs petits privilèges. Mais il va falloir se sevrer, en fait. Et donc ça va pas être drôle, je pense. Je pense que ça va pas être drôle. Mais par contre, là où je suis optimiste, c'est que quand on va passer cette phase-là, on va sortir grandi de l'histoire. Le seul truc qui est dommage là-dedans, c'est qu'on emmène avec nous, dans notre erreur, on emmène toute une partie du monde vivant qui n'a rien demandé, en fait. Et quand je vois des glaciers qui fondent, quand je vois des océans qui s'acidifient, quand je vois des espèces marines qui disparaissent, des forêts qui brûlent, oui, c'est dommage, parce que tout ce petit monde-là n'a rien demandé à tout ça. Nous, on est comme un parasite pour tout cet environnement. Et voilà, ça c'est un peu dur, mais je pense que les écosystèmes ont cette capacité à rebondir, à se transformer. Et je pense que derrière, on ressortira avec plus de sagesse. Donc là, je t'ai fait un petit laïus sur ma vision du monde actuel, mais à titre perso et pro, si je m'écoute profondément par rapport à tout ce que j'ai dit, je sens que j'ai besoin de retourner vers quelque chose de plus terre à terre. Tu vois, quand Voltaire dans Candide parle d'aller cultiver son jardin, je pense qu'il y a un moment, c'est quelque chose qu'on a profondément oublié, de se dire que le travail qu'on fait normalement, c'est pour se nourrir. Et s'il y a du temps en plus, là on peut avoir de la créativité, de l'entraide, ce qu'on veut, passer du temps bénévole pour plein de choses. Mais aujourd'hui, certes, moi je pense que je me cache un petit peu en me disant que j'ai cessé de nuire, dans le sens où ce que je fais, j'ai l'impression que je n'alimente plus le système dans une mauvaise direction. J'essaie de l'inspirer via mes histoires, via la manière dont je fais de la voile, du film, du cinéma. J'essaie de l'emmener dans une direction positive. Mais en parallèle, je suis toujours coincé aux dépens du système, parce que je suis pas autonome dans mon alimentation, et je ne fais pas partie non plus d'une petite communauté interdépendante qui pourrait me permettre d'être connecté tout simplement à la terre, dans la manière de savoir d'où je viens et comment je me nourris et tout ça. Donc si je devais m'écouter, je pense que je deviendrais un peu je sais pas moi, un peu permaculteur avec une bande de copines et de copains, et le reste du temps, je ferai du cinéma et de la musique et du bateau quand j'en ai l'occasion. Mais ça, pour moi, ça devrait être un bonus. Et ce bonus-là, aujourd'hui, il est facile parce que, comme on l'a dit, l'énergie, elle est facile. Mais quand l'énergie va être moins facile, je pense qu'on va tous se recentrer vers l'essentiel. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on va moins bien s'amuser parce qu'on va pas passer nos week-ends dans des supermarchés, hein. Je pense qu'au contraire, on n'arrête pas de dire qu'il faut se reconnecter au vivant et à la nature. Il y a un moment, faut peut-être passer à l'action et le faire concrètement, et arrêter de juste, entre guillemets, faire des podcasts et des conférences et dire à tout le monde qu'il faut changer, mais ne pas changer soi-même. Mais en même temps, paradoxalement, il faut quand même communiquer dessus, parce que la machine, elle est tellement puissante avec ses algorithmes, avec l'intelligence artificielle, avec plein de choses, que en tout cas, les gouvernements actuels et la société actuelle ne fait que se protéger, parce qu'elle a besoin de ce modèle-là, elle a besoin que les gens alimentent ce modèle-là pour tirer jusqu'au bout. Voilà. Après, ça fait juste un peu bizarre de se dire que ça fait 50 ans, en fait, que
Il y a des gens qui commencent à réfléchir à toutes ces données-là. Et au bout de 50 ans, le message, il est en train d'infuser, hein, il grandit, mais ça va pas assez vite et ça n'ira pas assez vite pour que le changement puisse se produire de manière systémique et construite et sans, sans externalité négative, quoi. Voilà. Alors justement, pour accélérer non pas la diffusion, mais l'adoption du message, est-ce que, à l'exception de réduire la voilure, tu aurais un conseil de livre à lire, de documentaire ou de film à regarder? Alors ouais, moi il y a un petit bouquin que j'offre à pas mal de monde. C'est un livre de Olivier Amand. Olivier Amand, c'est un chercheur en biologie ça fait des années là qui travaille sur le concept de robustesse, et il a publié un petit tract il y a 2 ans qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Ça coûte 4 € chez Gallimard et c'est brillant de simplicité et enfin tout fait du sens quand tu lis ça. Tu te dis bah oui, là j'ai compris. Et la version un peu moins théorique, ça c'est un livre qui est génial qui s'appelle Paresse pour tous de Adrien Klent, et c'est quelqu'un qui dans une fiction politique arrive à faire passer une belle leçon d'économie sur l'histoire d'un candidat à la présidentielle dont le programme est de ne travailler que 15 heures par semaine. Et ça c'est assez beau en fait. Moi j'ai beaucoup d'optimisme et d'espoir quand je lis ces livres-là. Et sinon, un film que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant et que je trouve assez fort, c'est un film collectif qui s'appelle L'An 01. C'est un film de 1973 où justement là on va faire écho à l'actualité, où le slogan c'est on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, où c'est toute la société française qui s'arrête de travailler, qui s'arrête d'alimenter la machine infernale et qui d'un seul coup retrouve de la joie de vivre. Et c'est un film qui est très chouette à regarder. Si on tape l'an 01 sur un moteur de recherche, on le trouve assez vite en libre accès. Et ça, je conseille d'aller regarder ça. Et justement, ça fait bizarre aujourd'hui de se dire que ça fait 50 ans qu'il y avait déjà des gens qui étaient déjà dans des concepts très modernes et qui aujourd'hui commencent à surgir seulement là depuis 5, 6, 7, 8 ans, quoi. Un très grand merci Stan Thuré, cinéaste navigateur, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que faire les choses seul est en fait beaucoup plus simple que de les faire à plusieurs. Coopérer à plusieurs est le véritable défi. Le deuxième point, c'est que saisir sa chance, c'est se rendre disponible, c'est une intention plus qu'un objectif, c'est écouter son ventre plus que son cerveau. Le troisième point, c'est qu'il faut accepter sa vérité, accepter de se mettre à poil et d'écouter son cœur pour être libre d'être enfin soi-même. Le quatrième point, c'est qu'il vaut mieux chercher à être robuste plus qu'à être performant. Et enfin, la punchline de l'épisode, si je dis oui, c'est absurde, si je dis non, c'est absurde. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.